Dream, 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 when I want you. Avant que vous soyez des centaines à me le demander, oui, j'ai vu le nouveau James Bond Mourir peut attendre et vous aurez la critique en temps et lieu. Merci. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Laurent au cinéma. On est en octobre, c'est la magnifique saison de l'automne. Moi j'adore l'automne, il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid, les arbres ils sont tous en couleur, c'est magnifique. Et qui dit automne dit forcément Halloween. Et qui dit Halloween, dit Michael Myers. En octobre 2020, j'étais prêt à aller voir Halloween Kills. Moi, j'avais adoré le film de 2018. Et on a dû attendre un petit peu longtemps avant de voir ce nouvel opus. Mais bon, nous, il est sorti le 15 octobre. Et je suis allé le voir le 14 en avant-première. Donc, Halloween Kills fait suite à Halloween 2018, réalisé toujours par David Gordon Green, et qui lui-même faisait suite au Halloween original de John Carpenter, 1978. Et étant donné que j'avais adoré la version de 2018, j'étais très confiant pour la suite, même si j'estimais que le film de 2018 n'avait pas du tout besoin de suite. Alors, Halloween Kills, c'était pas du tout le film auquel je m'attendais. Et on va voir ensemble s'il vaut la peine. Je préviens tout de suite que je vais pas me gêner pour spoiler quelques éléments d'intrigue. Donc si vous avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter la vidéo maintenant. Si vous voulez rester, c'est que je considère que vous l'avez vu ou que vous vous foutez des spoilers. Ma grand-mère avait raison. Le croque-mitaine existe. C'est terminé. Il ne fera plus de mal à personne. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Il y a quelqu'un là-dedans. Michael Myers est en vie. Pitié, non! On le sait maintenant, le Halloween de 2018 a eu un énorme succès, ce qui a poussé les scénaristes et les producteurs à produire 2 autres suites. Et on pensait d'abord les réaliser de manière consécutive. Vous savez, un peu comme on a fait là, avec le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire filmer les 3 films back-à-back. Et finalement, David Gordon Green a décidé de se concentrer sur un seul film à la fois. Donc, Halloween Kills est la suite directe à Halloween 2018. Donc, il commence quelques minutes seulement après la fin de ce dernier. Laurie Strode, avec sa fille Karen et sa petite fille Allison, ont réussi à enfermer Michael Myers au sous-sol, à foutre le feu à la maison et à s'enfuir. Au début de notre film du jour, elles sont en route vers l'hôpital quand les pompiers arrivent à la maison de Laurie pour éteindre et maîtriser l'incendie. Mais bien évidemment, Michael surgit de la maison en flammes et massacre tous les pompiers. Il se promène donc libre comme l'air dans la ville d'Haddonfield et les habitants vont entendre ça et se regrouper et former une petite milice pour traquer le tueur et mettre un terme définitif au massacre. J'en attendais beaucoup de Halloween Kills étant donné que j'avais vraiment beaucoup aimé le film de 2018, même si j'avais dit à la fin de ma critique que je considérais pas qu'il avait besoin de suite, je trouvais qu'il se suffisait à lui-même. D'ailleurs, je vous invite également à voir ou revoir ma critique sur le film de 2018, je crois qu'elle va apparaître juste ici. Bref, tout ça pour dire que j'étais confiant quand même pour Halloween Kills et j'étais très intrigué de voir ce qu'il allait proposer et ce qu'il allait amener à la saga Halloween. Alors voyons voir ensemble qu'est-ce que ça vaut. Il y a un intrus chez nous. Déjà, la scène pré-générique est vraiment très cool. On a donc un flashback de la nuit d'Halloween de 1978. Et c'est ce qui manquait, je trouve, au film de 2018. On nous expliquait que Michael avait été arrêté cette nuit-là, tout juste après la fin du film de John Carpenter, mais on n'avait pas plus d'explications que ça. Et la scène pré-générique de Halloween Kills nous montre enfin ce qui s'est passé. Donc, quelques instants après la disparition de Michael Myers, l'adjoint du shérif Hawkins, qui était alors un simple policier, est avec ses collègues et retourne à la maison des Myers. Ils vont fouiller un peu la maison et l'un des policiers va se faire carrément agripper à la gorge par Michael. Hawkins n'aura pas d'autre choix que de tirer
en essayant d'atteindre sa cible, mais il tuera son collègue par accident. Michael, lui, va descendre et sortir dehors et va être complètement cerné par les policiers d'Haddonfield et il va se laisser arrêter, comme ça, comme une merde. J'ai trouvé ça un poil décevant, mais au moins, on avait une explication sur son arrestation. Par contre, la scène est juste sublime. Elle est très bien réalisée, on croirait vraiment voir du Carpenter. C'est filmé en scope, le grain de l'image ressemble beaucoup au film de 78, c'est génial. Et déjà, je trouvais que c'était une très bonne entrée en matière puisqu'on approfondissait un peu plus le personnage de l'adjoint Hawkins, qui était un personnage assez marquant quand même dans le film de 2018, mais pas plus exploité que ça. Et j'ai trouvé qu'explorer son passé, c'était une assez bonne idée. On expliquait d'ailleurs qu'il avait participé à l'arrestation de Michael, mais on nous en disait pas plus, et là, on y a droit dans ce film, et c'est assez cool, je trouve. Tu sens qu'il a des remords parce qu'il empêche le docteur Loomis de l'abattre. Il veut qu'on arrête Michael, pas qu'on le tue. Et puis là, il assiste au massacre de 2018 et il se sent carrément coupable. Et j'ai trouvé que c'était un beau cheminement de la part du personnage et ça fait du bien d'avoir un personnage un peu plus approfondi. Mais parlant des personnages, Halloween Kills souffre du même problème que son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de personnages. Ils sont bien écrits. Il y a des personnages qu'on a vus dans le film précédent. Il y a des personnages du film original de Carpenter qui font leur retour. Donc, on doit bien sûr les réintroduire. Et on le fait bien, d'ailleurs, mais c'est justement le problème, c'est qu'il y en a trop à réintroduire. Je vais commencer par ceux qui passent un peu inaperçus ou qui ont très peu de temps à l'écran. D'abord, le shérif Brackett, toujours interprété par Charles Cypher. C'était le père d'Annie et dans ce film-là, il sert uniquement de petits clins d'œil. C'est juste pour nous dire « Ah, t'as vu, c'est le même acteur que dans le film original, il revient pour quelques scènes seulement. Il a presque aucune scène en commun avec Laurie ou les autres personnages emblématiques de la saga. » Un peu dommage, j'ai trouvé. C'est également le cas pour le personnage de Nancy Stephens, qui interprète l'infirmière Marion Chamber, qui apparaissait donc aux côtés de Donald Pleasence dans le film original et qui, ici, n'apparaît pas très longtemps, mais elle offre un bel hommage à sa première apparition dans le film de Carpenter. Donc voilà, ces personnages-là, j'ai pas trouvé qu'ils servaient vraiment l'intrigue, si ce n'est que pour faire des petits clins d'œil au film de 1978. Par contre, les trois autres, je les ai bien aimés. Tout d'abord, il y a Lonnie, c'était le petit garçon dans le film original qui charriait un peu Tommy. Donc on apprend que c'est le père de Cameron, le copain de Allison. Je sais pas si vous me suivez, voilà, je vous ai dit, il y avait tellement plein de personnages, c'est facile de s'y perdre. Et donc Lonnie, on apprend qu'il est, il a renoué avec Tommy et Lindsay, ce sont de bons amis, ils se sont tenus jusqu'à pendant 40 ans en fait. Et c'est un personnage qui est pas nécessairement original, mais qui est quand même intéressant et qui apporte de bonnes scènes. C'est d'ailleurs lui qui forme la petite milice, la horde d'habitants qui vont traquer Michael avec Tommy. Et donc forcément, on retrouve Tommy et Lindsay, c'était les enfants que Laurie gardait dans le film original. Il y a Kyle Richards, la petite fille qui reprend son rôle 40 ans plus tard et ça fait du bien de la voir. Son personnage a bien évolué. Il est badass, il est fort et elle offre d'ailleurs une excellente scène de traque dans la forêt, l'une de mes préférées du film, je crois. Quant à Tommy, lui, tu le sens vraiment très marqué par ce qui s'est passé en 1978. Il est très marqué par le traumatisme qu'il a subi, cette fameuse nuit d'Halloween. Comme je vous ai dit, il va former cette petite horde d'habitants qui vont traquer Michael Myers et il est vraiment décidé à abattre le tueur à n'importe quel prix. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que ça va coûter. Quant aux autres personnages, ceux qui nous ont été introduits dans le dernier film, soit Allison, Karen et bien sûr Laurie Strode, elles sont un petit peu en retrait dans ce film-là, surtout Allison et Laurie. Après, c'est logique parce que Laurie est donc amenée à l'hôpital, le même hôpital d'ailleurs qui apparaissait dans Halloween 2, le Haddonfield Memorial Hospital. Donc elle va se faire soigner, elle reste donc à l'hôpital pendant la majeure partie du film et elle ne paraît pas beaucoup à l'écran, ce qui est logique mais un peu décevant, puisqu'on s'entend que c'est l'héroïne principale de la saga, en tout cas dans cette timeline-là. Allison, elle, va rejoindre Tommy, Lonnie et Cameron pour traquer Michael Myers, mais on n'aura pas beaucoup de scènes avec elle. Ce que j'ai aimé par contre, c'est justement le personnage de Karen, qui a peut-être un peu plus d'importance dans le film, et qui est beaucoup moins chiante que dans la version de 2018, et ça fait du bien parce que Julie Greer est une actrice excellente et elle joue très bien dans celui-là, et elle offre une scène à la fin qui est tout juste sublime. Michael Myers est toujours vivant. Mais aucun homme n'aurait pu survivre à cet incendie. Plus il tue, plus il se transcende. Tu es l'incarnation même du mal.
Donc au niveau du scénario, c'était déjà le cas dans le film précédent, mais on voit un certain reflet de la société américaine. Il y a un climat de peur qui s'est instauré dans la ville d'Haddonfield, le mal absolu. On y parle de sexisme, d'homophobie, de racisme, parce que Michael Myers, il va tuer un couple interracial, il va tuer un couple homosexuel. Et donc le peuple en a marre et se dit « on va se faire justice nous-mêmes ». Et on illustre une réelle hystérie collective dans ce film. Tous les habitants qui sont prêts à prendre les armes et à chercher le tueur pour l'abattre ne vont pas nécessairement réfléchir à ce qu'ils font. Bon, je vous ramène au film de 2018. Vous savez, quand Michael s'échappe, t'as l'autobus qui va se crasher et tous les patients de Smith's Grove vont être relâchés lousses dans Haddonfield. Ben là, on a un patient qui n'est pas Michael Myers, mais qui est clairement troublé mentalement et qui va se retrouver au beau milieu de cette horde qui, eux, vont le chasser, le traquer en pensant que c'est le tueur. Pardonnez-moi, mais ils sont tellement cons. Le mec fait genre 1m30. Michael Myers en fait 2. Mais bref, donc la milice des habitants qui pensent faire le bien vont pousser ce pauvre homme au suicide. Tout ça dans une scène franchement touchante, marquante et très triste, j'ai trouvé. Mais très réaliste en même temps. Il leur fallait un coupable, ils cherchent pas à savoir si c'est le bon ou pas, ils veulent juste l'exécuter. Donc j'ai trouvé ce parallèle-là assez intéressant, en fait. Mais à part ça, au niveau de l'histoire, j'ai pas l'impression que ce film raconte grand-chose. En fait, ce que ça raconte, c'est juste Michael qui s'est encore une fois échappé, parce que le mal absolu ne meurt jamais, même pas par les flammes. Donc il s'enfuit, il va commettre plein de meurtres, et son but, c'est pas nécessairement de retrouver Laurie, mais c'est de se rendre à sa maison d'enfance, la maison des Myers. Et à part ça, ça raconte rien d'autre, le film. Le truc, c'est qu'on passe beaucoup de temps avec des nouveaux personnages ou des personnages du film original qu'on veut nous réintroduire ici. Donc, on passe la majeure partie du film à nous les présenter ou à nous les représenter, mais pas à nous raconter réellement une histoire. Et j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai l'impression, en fait, qu'on tourne un peu en rond dans ce film, même s'il offre des scènes assez cool par moment. J'ai plus l'impression que ça nous sert d'attente pour Halloween Ends, qui va sortir l'an prochain. Alors j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir comme histoire pour la suite. C'est toujours écrit d'ailleurs par David Gordon Green lui-même avec Danny McBride et une autre personne que j'ai oubliée. Scott Teems, c'est le troisième scénariste, j'avais oublié, pardon. Donc ouais, j'ai trouvé le scénario assez plat, malheureusement, mais la réalisation m'a quand même plu. Parce que David Gordon Green, il nous l'a prouvé à plusieurs reprises, c'est un très bon élève qui sait très bien reproduire le style de Carpenter, que ce soit par la photographie, les mouvements de caméra, les plans qu'on a choisis également, tout ça est clairement inspiré du film original et c'est logique et c'est très bien fait. Sauf que toutefois, là où j'avais été vraiment captivé avec le film précédent, là j'étais beaucoup moins investi. Parce que dans celui-là, il y avait quand même plusieurs scènes qui étaient vraiment bien menées et réellement angoissantes. Je pense justement à la scène où tous les patients s'échappent. La scène également, celle du garage, que j'ai beaucoup aimé. Et le long plan séquence qui faisait carrément écho à la scène d'introduction d'Halloween 2, où Michael se promène de maison en maison pour faire plein de victimes. Là, il n'y en a pas une vraiment dans le film que j'ai plus retenu qu'une autre. Elles m'ont fait ni chaud ni froid, les scènes d'horreur dans ce film, même s'il y en a une ou deux qui sont vraiment sympas. Je pense notamment à celle où Michael tue le couple de personnes de l'âge d'or, si je peux dire comme ça. Il a tué le mec est déjà mort. Il va lui planter au moins 4, 5 ou 6 couteaux dans le dos. Il va contempler ça comme si c'était une œuvre d'art. Il dit « Oh non, il en manque un ». Ce qui donne un truc visuellement glauque et drôle à la fois. Parce que David Gordon Green ramène aussi beaucoup d'humour dans ce volet. Et on sait que David Gordon Green s'est illustré au cinéma à plusieurs reprises en faisant des comédies. Et donc, cette touche d'humour, c'était évidemment voulu. Et c'est d'ailleurs très drôle. Il y a des dialogues qui sont hilarants. Je pense notamment à ceux du couple de Big John et Little John, le couple homosexuel. Ils ont des dialogues complètement délirants. Et ça fonctionne. C'est drôle, oui. Mais je trouve que ça fait un peu tâche dans le film, parce que ça survient toujours durant les scènes de tension, un peu comme si on voulait apaiser les spectateurs. Sauf que c'est pas une bonne idée de faire ça. C'est un film d'horreur. Et le premier le faisait très bien. Oui, il y avait des petites touches d'humour, mais jamais durant les moments horrifiques. Là, presque à chaque scène d'horreur, on a des petites vannes, des petits gags visuels même,
qui font qu'on croit plus du tout à la scène. Il aurait fallu peut-être un peu plus poser l'ambiance horrifique pour pouvoir nous offrir des séquences réellement terrifiantes, à l'instar du film précédent. Là, c'est pas le cas et elles n'ont presque aucun impact, malheureusement. Sauf que Michael Myers fait évidemment toujours autant de victimes, peut-être même plus que dans le film précédent, avec la même violence, la même brutalité, sauf que les meurtres ne sont peut-être pas aussi impressionnants. Ils n'en mettent pas plein la vue, ils sont peut-être un peu moins originaux que dans la version 2018, même s'il y en a peut-être, 3 ou 4 qui sortent du lot. Michael Myers, d'ailleurs, toujours interprété par Jude Courtney, qui est excellent dans son rôle, même si je trouve qu'on essaie encore une fois de trop l'humaniser. Encore une fois, je suis sûr qu'on peut voir son visage très clairement dans quelques scènes. Il y a aussi la scène finale où la fameuse milice va finir par l'attraper et le battre presque à mort. J'ai réellement cru que Michael allait mourir dans ce film, mais après je me suis dit non, il y a toujours Halloween Ends qui va sortir. Et d'ailleurs, ça nous mène au petit cliffhanger de la fin qui me laisse à la fois curieux, intrigué, mais un peu sceptique sur la suite. J'ai aimé également le fait qu'on a essayé de se réapproprier un peu le mythe de Michael Myers. Est-ce que c'est un humain fou ou est-ce que c'est vraiment l'incarnation du mal? On n'a pas encore de réponse. On laisse un peu d'ambiguïté par rapport à ça et j'avoue que j'aime beaucoup. Ça va dépendre de la manière dont ils vont exploiter ça dans Halloween Ends, mais je crois que ça peut donner un truc assez cool à voir. Bref, pour revenir à l'apparence de Michael Myers, on a toujours quelques plans d'ailleurs où Nick Castle interprète le tueur. Et j'ai adoré le masque. Le masque est génial. Même celui de 2018 était bien. Hein. J'ai souvent entendu des gens dire « Oh, il est nul le masque, ils lui ont mis des rides. Un masque, ça vieillit pas. » Si, un masque, ça vieillit. C'est un masque en latex, donc forcément le latex c'est une matière qui va se dégrader avec les années. Vous avez qu'à regarder le masque original qui a servi pour le tournage du premier Halloween. Alors au début du tournage il ressemblait à ça, hein? Et aujourd'hui il ressemble à ça. Il est moche. Alors oui, un masque ça vieillit. Mention spéciale également pour ce cher John Carpenter qui revient encore une fois pour produire le film et pour composer la bande sonore en compagnie de son fils Cody Carpenter et de Daniel Davies. Ils vont encore une fois reprendre des thèmes du premier Halloween pour les remixer avec de nouvelles compositions et c'est tout juste génial. J'allais presque oublier, il y a également la nouvelle chanson de Ghost qui apparaît au générique. Ghost, un groupe exceptionnel que j'adore énormément et la chanson s'appelle Hunter's Moon. Allez l'écouter immédiatement, c'est génial. Donc tout ça pour dire que Halloween Kills, pour moi, c'est un film complètement différent de son prédécesseur, Halloween 2018. C'est pas du tout le film auquel je m'attendais et j'ai été globalement déçu, franchement. C'est intéressant sur plusieurs aspects, surtout sur le développement des personnages du film original qu'on a ramené, soit Tommy et Lindsay. Après, j'ai trouvé qu'on a peut-être passé un peu trop de temps sur leur réintroduction dans la franchise et pas assez sur le développement de l'histoire en tant que telle. Et c'est pour ça que je trouve que ce film est presque un épisode filler dans la saga pour nous faire attendre la grande conclusion que sera Halloween Ends. Donc c'est pas forcément mauvais, mais c'est clairement pas à la hauteur du Halloween de 2018. Avec la fin qu'on nous a offert là, je suis quand même intrigué pour voir la suite et la conclusion de cette nouvelle trilogie, mais je suis pas forcément hypé. David Gordon Green nous a prouvé qu'il est capable de se réapproprier la légende de Michael Myers dans le premier volet de cette nouvelle trilogie, mais ici un petit peu relâché avec la suite. J'ai trouvé que c'était un film un peu mou du ventre, si je peux me permettre. Alors, bien réalisé, de façon bien académique, mais qui avait pas grand-chose à raconter. Ce qui fait que je suis également un peu inquiet pour ce qu'il va faire de la franchise L'Exorciste. Parce qu'on sait qu'il va faire un peu la même chose, hein, faire une suite au film original. Ça reste à voir. Alors voilà, je vous invite quand même à aller voir Halloween Kills en salle pour vous faire votre propre avis. Vous pouvez laisser d'ailleurs votre avis en commentaire de cette vidéo. J'espère que cette critique vous aura plu. Je vous donne rendez-vous assez bientôt pour un nouvel épisode d'Horreur Critique. Laissez les commentaires, partagez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, mes amis. Salut! Je vais lui arracher ce masque du visage et voir la lumière s'éteindre dans ses yeux.